En partant de France, nous vîmes plusieurs espèces d'oiseaux que les marins confondent sous le nom général de mauve et de goéland. L'oiseau le plus commun, et que nous avons rencontré dans tous les parages, est une espèce d'hirondelle ou d'alcyon que les Anglais nomment oiseau de la tempête. Il est d'un brun noirâtre, vole à fleur d'eau et suit dans les gros temps le sillage du vaisseau. Il y a apparence qu'il est déterminé à suivre alors les navires afin de trouver un abri contre la violence du vent. C'est par la même raison qu'il vole entre les lames en rasant l'eau. À la hauteur du cap Finistère, nous vîmes des manches de velours dont les ailes sont bordées de noir. Ils sont de la grosseur d'un canard et volent à la surface de la mer en battant des ailes. Ils ne s'éloignent guère de terre, où ils se retirent tous les soirs. Nous vîmes les premières frégates par les 2,5 degrés de latitude nord. On présuma qu'elles venaient de l'île de l'Ascension, située par les 8 degrés de latitude sud. Elles ressemblent, pour la forme et la grosseur, à la cigogne. Elles sont noires et blanches. Elles ont des ailes très étendues, de longues jambes et un long cou. Les mâles ont, sous le bec, une peau enflée, ronde comme une boule et rouge comme l'écarlate. C'est le plus léger de tous les oiseaux marins. Jamais il ne se repose sur l'eau. On en rencontre à plus de 300 lieues de terre, où on assure qu'elles vont reposer tous les soirs. Elles s'élèvent fort haut. J'en ai vu souvent tourner autour du vaisseau, s'éloigner à perte de vue et se rapprocher dans l'espace de quelques secondes. Le fou est un peu plus gros, mais plus raccourci. Il est blanc mêlé de gris, il pêche le poisson en plongeant. La pointe de son bec est recourbée et les côtés en sont bordés de petites pointes qui lui aident à saisir sa proie. La frégate lui fait la guerre. Celui-là a de meilleurs instruments, mais celle-ci plus de légèreté et de finesse. Lorsque le fou a rempli son jabot de poisson, elle l'attaque et lui fait rendre sa pêche, qu'elle reçoit en l'air. Nous vîmes le premier fou vers le 13e degré de latitude sud. À peu près à cette hauteur, nous aperçûmes pour la première fois l'oiseau que les marins appellent fauchet, fouquet, taille-vent, taille-mer ou cordonnier. C'est un oiseau qui, dans son vol, semble faucher la surface de l'eau. Les goélettes, que l'on trouve en grande troupe, dénotent les hauts fonds et le voisinage des côtes. Elles sont blanches et de loin ressemblent pour le vol et la forme à des pigeons. L'envergure est un oiseau un peu plus gros que les fauchets, de la taille d'un fort canard. Il est blanc sous le ventre, d'un gris brun sur les ailes et le dos. Il tire son nom de la grande étendue de ses ailes ou de son envergure. Les damiers ne se trouvent qu'aux approches du cap de Bonne-Espérance. Ils sont gros comme des pigeons, ont la tête et la queue noire, le ventre blanc, le dos et les ailes marquées régulièrement de noir et de blanc, comme les cases d'un jeu de dames. Après les damiers, nous vîmes le mouton du Cap. C'est un oiseau plus gros qu'une oie, au bec couleur de chair, aux ailes très étendues, mêlées de gris et de blanc. On ne le trouve guère qu'à la latitude du Cap de Bonne-Espérance. J'ai vu tous ces oiseaux se reposer sur l'eau, excepté la frégate et l'envergure. Leur vue peut servir à indiquer les parages où l'on se trouve, lorsqu'on a été plusieurs jours sans prendre hauteur ou lorsque les courants ont fait dériver en longitude. Il serait à souhaiter que les marins expérimentés donnassent là-dessus leurs observations. Il y a des espèces qui ne s'éloignent point de terre, où elles vont reposer tous les soirs. Des goélettes blanches, vues en pleine mer, désigneraient quelque terre ou récif inconnu dans le voisinage, mais les manches de velours en seraient une preuve infaillible. Il y a aussi quelques espèces de glaïeuls ou algues flottantes auxquelles on doit faire attention. Ces différents indices peuvent suppléer aux moyens qui nous manquent de déterminer les longitudes. On observe la variation matin et soir, mais ce moyen n'est point sûr. On ne voit pas tous les jours le soleil se lever et se coucher. D'ailleurs, la variation, qui est, comme vous savez, la déclinaison de l'aiguille, varie d'une année à l'autre sous le même méridien. La propriété qu'elle a de s'incliner vers la Terre par sa partie aimantée pourrait être d'une plus grande utilité. C'est ce que l'expérience fera connaître. Juin 1768. Le premier, les vents d'ouest s'étant enfin déclarés, nous nous flattâmes de doubler bientôt le cap. Le 2, on prit des précautions pour ce passage. On amena les vergues de perroquet et la corne d'artimon. On mit de nouveaux cordages à la roue du gouvernail. Quelques-uns furent ajoutés au haubans pour assurer les mâts. On mit 4 grandes voiles neuves. On lia fortement les chaloupes et tout ce qui pouvait prendre quelque mouvement sur le vaisseau. On attacha 2 haches à l'arrière.
en cas qu'il fallut couper le mât d'Arcimon. Le vent fut très frais. Nous vîmes quelques oiseaux, mais les frégates avaient disparu. Des 3, 4 et 5. Tous ces jours, le vent fut très frais, excepté hier matin où il calma un peu. On vit tous ces jours-ci une quantité prodigieuse de goélettes, de moutons et de damiers. Nous vîmes du goémon du Cap. Il ressemble à ces longues trompes de berger. Les matelots font de ces tiges creuses des espèces de trompettes. La mer était couverte de brume, autre indice du voisinage du Cap. Les maladies augmentent. Nous avons 15 scorbutiques hors de service. Le 6, le vent était très frais. Nous vîmes beaucoup de moutons et peu de goélettes. Le 7, à midi, un oiseau de la grosseur du noix, aux ailes courtes, d'une couleur tannée et brune, à la tête de la forme d'une poule, à la queue courte et formant le trèfle, a plané longtemps au-dessus de nos mâts. Par tous les points, nous devrions trouver ici le cap. Vu les mêmes oiseaux. Le 8, vent violent suivi de calme. Le 9, les maladies et l'ennui augmentent sur le vaisseau. On jeta à la mer un contremaître mort scorbutique. Le 10 et 11, calme mêlé de coups de vent, grosse mer. C'est un indice des approches du banc des aiguilles. Vu un oiseau sous le vent faisant route au nord-ouest. Vu les mêmes oiseaux. Le 12, comme la mer paraissait verdâtre, on sonda, mais sans trouver fond. Vent très frais et grosse mer. Nos inquiétudes augmentent sur notre distance du cap. Le 13, enfin on trouva la sonde à 95 brasses. Fond vaseux et verdâtre. Ce fut une grande joie. Cette profondeur nous prouva que nous étions dérivés à l'ouest. Vu 2 vaisseaux, l'un de l'arrière, l'autre par notre bossoir de tribord. La sonde assura notre position, mais nous a fait connaître que nous errions de plus de 200 lieues par nos journaux. Le 14, on sonda encore, et nous trouvâmes, à 80 brasses, un fond de sable et de vase verte. Il fit calme. Vu les mêmes vaisseaux et les mêmes oiseaux. Le 15, vent frais. Le vaisseau de l'arrière mit pavillon anglais et nous dépassa bientôt d'une lieue et demie sous le vent. Celui de l'avant mit pavillon français, et comme il était sous le vent, il cargua ses basses voiles pour nous joindre en tenant le plus près. Notre capitaine ne jugea pas à propos d'arriver. Nous reconnûmes ce vaisseau pour la digue, Flûte du Roi, partie 1 mois avant nous. Vers le soir, elle appareilla toutes ses voiles et se mit dans nos eaux. Le 16, nous vîmes la digue 2 lieues de l'avant qui, à son tour, refusa de nous parler. Il y a apparence qu'elle a relâché au cap. Les oiseaux deviennent rares, bon vent, belle mer. Le 17, il fit calme. On vit des souffleurs et des dorades. La lune se coucha à 8 heures, elle était fort rouge. Le 18, au matin, nous essuyâmes un coup de vent de l'arrière qui nous obligea de rester jusqu'à 11 heures du soir sous la misaine. Il s'élevait de l'extrémité des flots une poudre blanche comme la poussière que le vent balaye sur les chemins. À 7 heures du soir, nous reçûmes un coup de mer par les fenêtres de la grande chambre. À 8 heures, il tomba de la grêle. Le temps s'est mis au beau vers minuit. On ne voit plus que quelques damiers et taille-vent. Les 19, 20, 21. Bon frais, grosse mer. Un poisson volant de plus d'1 pied de long sauta à bord. Le 22, vent très frais et mer houleuse. Les anciens prétendaient, à tort, que les temps des solstices étaient des temps de calme. J'ai lu cet après-midi un article du voyageur Dampier qui observe que lorsque le soleil disparaît vers les 3 heures après-midi et se cache derrière une bande de nuages fort élevés et fort épais, c'est signe d'une grande tempête. En montant sur le pont, je vis au ciel tous les signes décrits par Dampier. Le 23, à minuit et demi, un coup de mer affreux enfonça 4 fenêtres des 5 de la grande chambre, quoique leurs volets fussent fermés par des croix de Saint-André. Le vaisseau fit un mouvement de l'arrière, comme s'il s'acculait. Au bruit, j'ouvris ma chambre qui, dans l'instant, fut pleine d'eau et de meubles qui flottaient. L'eau sortait par la porte de la grande chambre, comme par l'écluse d'un moulin. Il en était rentré plus de 30 barriques. On appela les charpentiers, on apporta de la lumière et on se hâta de clouer d'autres sabords aux fenêtres. Nous fuyions alors sous la misaine, le vent et la mer étaient épouvantables. À peine ce désordre venait d'être réparé qu'un grand caisson qui servait de table, plein de sel et de bouteilles de vin de champagne, rompit ses attaches. Le roulis du vaisseau le faisait aller et venir comme un dé. Ce coffre énorme pesait plusieurs milliers et menaçait de nous écraser dans nos chambres.
Enfin il s'entr'ouvrit, et les bouteilles qui en sortaient roulaient et se brisaient avec un désordre inexprimable. Les charpentiers revinrent une seconde fois, et le remirent en place après bien du travail. Comme le roulis m'empêchait de dormir, je m'étais jetée sur mon lit en bottes et en robe de chambre. Mon chien paraissait saisi d'un effroi extraordinaire. Pendant que je m'amusais à calmer cet animal, je vis un éclair par un faux jour de mon sabord, et j'entendis le bruit du tonnerre. Il pouvait être 3h30. Un instant après, un second coup de tonnerre éclata, et mon chien se mit à tressaillir et à hurler. Enfin, un troisième éclair, suivi d'un troisième coup, succéda presque aussitôt, et j'entendis crier sous le gaillard que quelque vaisseau se trouvait en danger. En effet, ce bruit fut semblable à un coup de canon tiré près de nous. Il ne roula point. Comme je sentais une forte odeur de soufre, je montai sur le pont, où j'éprouvai d'abord un froid très vif. Il y régnait un grand silence, et la nuit était si obscure que je ne pouvais rien distinguer. Cependant, ayant entrevu quelqu'un près de moi, je lui demandai ce qu'il y avait de nouveau. On me répondit: « On vient de porter l'officier de quart dans sa chambre. Il est évanoui, ainsi que le premier pilote. Le tonnerre est tombé sur le vaisseau et notre grand mât est brisé. » Je distinguais en effet la vergue du grand hunier tombée sur les barres de la grande hune. Il ne paraissait au-dessus ni mât ni manœuvre. Tout l'équipage était retiré dans la chambre du conseil. On fit une ronde sous le gaillard. Le tonnerre avait descendu jusque-là le long du mât. Une femme qui venait d'accoucher avait vu un globe de feu au pied de son lit. Cependant, on ne trouva aucune trace d'incendie. Tout le monde attendit avec impatience la fin de la nuit.